Terre de Liens va avoir 20 ans en 2023, ça ne nous rajeunit pas. Terre de Liens, depuis 20 ans, s'est développée avec des associations territoriales qui sont implantées sur tout le territoire, sur toute la métropole, même la Corse, même s'il n'y a pas de Corse là, je me permets, qui est la petite dernière née en avril 2019. Quelques velléités dans les dom-toms, Martinique, Réunion, Guadeloupe, avec donc en 2006-2007 cette foncière qui aujourd'hui a acquis un capital. On est à 110 millions d'euros de capital. On a acheté 250 fermes sur toute la France en en 14-15 ans. Donc, faut bien mesurer ça. Hein. C'est pas grand-chose vu le nombre de fermes qui disparaissent toutes les semaines. On est à 160 fermes qui disparaissent toutes les semaines. Donc, Terre de Liens, avec cette foncière, acquiert à peu près 30-40 fermes par an. Donc, vous voyez bien l'ampleur des travaux, sachant que ces acquisitions foncières, elles sont indispensables pour nous pour essayer de mobiliser autour de nous. C'est-à-dire, on a un peu quatre axes de travail. On mobilise les collectivités territoriales grâce à ça, c'est-à-dire en achetant des terres, en travaillant sur les questions foncières par ces acquisitions. On va aller voir des élus, des communautés, des intercommunalités, que ce soit des agglos, des communautés de communes. Ça, c'est un premier axe important. Il y a un deuxième axe qui est, vous l'avez compris, et c'est aussi pour ça que je suis un peu là ce soir, c'est la mobilisation des citoyens-citoyennes, parce que on pense que pour créer une brèche dans la forteresse agricole que vous connaissez toutes et tous, hein, on pourra aller un peu plus loin tout à l'heure, mais on a besoin des citoyens-citoyennes qui mangent, qui boivent de l'eau et Gilles l'a rappelé, mais oui, le droit des paysans-paysannes nous touche toutes et tous. Donc la mobilisation des citoyens à travers des stands, à travers des interventions un peu partout. Et puis le troisième axe, c'est les paysans-paysannes eux-mêmes, c'est-à-dire à la fois des personnes qui sont candidates à l'installation, mais aussi des paysans-paysannes qui partent à la retraite, qui veulent transmettre, ou des propriétaires publics ou privés qui cherchent une solution à leur propriété, j'ai envie de dire, pour pas en faire n'importe quoi, pour arriver à mettre à bail ces terres ou ces fermes pour des projets sympathiques, je vais le dire comme ça, on pourrait dire écologiquement responsables, socialement solidaires, etc. Et puis le quatrième axe qu'on travaille en partie avec la Confédération paysanne, c'est du plaidoyer. Donc là, on est dans cette phase-là avec la caravane des droits paysans aussi, avec plusieurs projets autour de un projet de loi foncière, un projet de réforme agraire. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce petit film parce qu'il y a des images de Caroline qui ont été prises lors d'une visite en 2019 de trois membres du mouvement des Sans-Terre du Brésil, Miguel, Luz et Héros, et qui, à la fin de notre Assemblée générale 2019 de l'Asso nationale Terre de Liens, m'ont demandé si on voulait une réforme agraire populaire ou une réforme agraire bourgeoise. Donc, point d'interrogation, je vous laisse méditer là-dessus, mais j'étais très heureux de les revoir. J'ai passé 3 semaines avec eux et elles, nuit et jour. C'était un moment très, très, très fort. Voilà, j'ai été ému de revoir cette petite image. Et puis, donc voilà les quatre axes. Hein. J'ai mobilisation citoyenne, collectivité, les personnes qui veulent s'installer, les paysans, paysannes, le monde paysan et le plaidoyer. Et Merci, après, Vincent. euh, Si je peux, oui, Vincent, je peux te poser une question. Qu'est-ce que ça change pour moi si je suis paysan d'avoir Terre de Liens comme propriétaire ou bien si je suis en recherche d'une terre pour m'installer? Qu'est-ce que ça change de traiter avec Terre de Liens? alors je vais répondre dans un deuxième temps, mais je tiens parce que pour moi c'est important et dans Terre de Liens, on n'est pas tous forcément d'accord, mais Terre de Liens acquiert des terres et des fermes, mais c'est, on va dire, alors j'ai pas mesuré dernièrement, mais en 2014 on avait mesuré, mais ça représente un quart de notre activité. Trois quarts de nos activités, c'est le reste, les collectivités, les citoyens, citoyennes, le plaidoyer, parce que si on ne fait qu'acquérir les fermes, et c'est important, c'est vital, c'est nécessaire, on ne va pas changer bien les choses. Donc, il faut aussi qu'on crée des alliances. Euh,
le plus possible avec le maximum de gens, avec la société civile, en ouvrant notre base sociale, parce que notre base sociale, elle est plutôt blanche. Donc, il faut qu'on aille, je me permets de dire ça, je suis désolé, mais il faut qu'on aille voir d'autres bases sociales pour mobiliser le plus grand nombre sur ces questions-là. Et pour répondre à ta question, ce que ça change beaucoup, c'est le fait de ne pas avoir à investir dans le foncier, dans la ferme. C'est les fermes qu'on achète, en moyenne, on est à 300 000 euros par acquisition. Donc, c'est ça de moins en termes d'endettement ou en termes d'investissement. Donc, c'est pas rien par rapport après à la vie de la ferme, à la vie des paysans paysannes sur ces fermes, aux revenus de ces paysans paysannes. Moi, j'ai la chance de vivre dans le sud d'Aveyron, où j'ai autour de moi, ben là, je vis sur une ferme, à côté d'une ferme, et il y a deux autres fermes. On a des paysans paysannes qui ont en faisant de la production, de la transformation, de la vente directe. On en a même une en filière avec Papillon Bio, donc Roquefort, où les paysans paysannes s'en sortent plutôt bien, très bien. Après, ce que ça change aussi, c'est bah, un soutien des citoyens citoyennes, une espèce d'appui, je ne sais pas comment dire, mais les paysans paysannes se sentent peut-être moins seuls, moins isolés, même si, parce qu'on est dans des réseaux, là je le vois sur le Saint-Africain, mais autour de chaque ferme, on essaie de créer des groupes locaux. Alors, ce n'est pas partout, mais sur à peu près la moitié des fermes, il y a des groupes locaux avec des gens qui essaient de donner un coup de main. On a eu 3 incendies depuis le début des acquisitions. Bah, il y a eu des coups de main assez forts rapidement pour venir pallier aux difficultés que pouvaient rencontrer les habitants, habitantes et paysans, paysannes sur ces fermes. Ça change aussi le rapport à la propriété. Euh, voilà, c'est cette question, c'est ici qui parlait du droit d'usage et de la propriété. Bah, pour nous, c'est important. On ne le dit pas assez, mais oui, il y a forcément une remise en question de cette sacro-sainte propriété privée individuelle et de remettre en avant le droit d'usage et la valeur d'usage. Le Larzac l'a très bien fait jusqu'à aujourd'hui, continue à le faire. Donc, et puis, peut-être pas tous les paysans paysannes, mais ceux et celles que je connais dans le coin se mobilisent sur des actions. Là, on a passé vendredi, il y a 15 jours, le film Douce France, là, qui parle de jeunes, qui suit des jeunes de banlieue de Gonesse sur le projet d'Europa City et qui essaie de voir comment des jeunes de 18 ans, 17-18 ans, réagissent à ce projet-là. Et bon, on a soutenu ce film de Geoffrey Coëdon et on l'a passé au cinéma de Saint-Afrique dans le cadre du festival alimentaire. Et ben, il y a un paysan qui est venu avec moi discuter avec les gens qui étaient là. Enfin, oui, ça crée de l'émulation. Nino Fios, qui est un des paysans là sur Salel, ils sont 4 maintenant en GAEC avec de la boulange, des céréales, de la boulange et puis des brebis Roquefort Papillon Bio. Me dit souvent, ça donne je sais pas, de la motivation de savoir qu'il y a de nombreux citoyens, citoyennes qui donnent un coup de main ou qui ont financé en partie ou qui ont financé via la foncière ou via la fondation Terre de Liens les acquisitions. Ça change peut-être plein d'autres choses. Après, ça a aussi ses contraintes. On signe des baux ruraux avec des critères environnementaux opposables en droit, ce qui peut poser question puisqu'on ne signe pas de baux amphithéotiques. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas eu de souci là-dessus, ce qui garantit une agroécologie paysanne sur les fermes. Et puis après, on crée des alliances. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on est dans le réseau Impact, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, avec 9 autres membres de l'agriculture paysanne en France. Atelier, je vais en oublier, je ne devrais pas commencer à citer, je vais en oublier. Mais Atelier paysan, Accueil paysan, Solidarité paysan, la FADEAR, les CIVAM, le MRJC, Interafoc et voilà, j'en oublie. Avec qui on essaie sur les territoires, avec d'autres, avec toutes ces structures-là, que ce soit en Bretagne, en Pays de la Loire. Alors, ça ne s'appelle pas forcément Impact, mais ça s'appelle TACT en Pays de la Loire, par exemple, ou à Biosol en Île-de-France, ou le Célavar en Auvergne, de créer ces alliances pour aussi montrer autre chose que l'hégémonie
agro-industriel ou capitaliste libéral qui détruit notre monde, c'est-à-dire qui détruit les humains, les non-humains, les ressources naturelles et essayer de montrer qu'on peut faire autrement que de vouloir manger l'autre. C'est-à-dire, on parle beaucoup de devenir minoritaire, la question du devenir, alors c'est deleuzien, mais la question de devenir minoritaire pour être obligé de coopérer avec les autres. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde agricole libéral qui nous entoure malheureusement, et on voit bien ce que ça provoque dans les pays du Sud et ça risque de pas aller en s'arrangeant. Le Miguel du mouvement des Sans-Terre me disait en 2019 les États vont devenir de plus en plus autoritaires. Alors moi, je défends encore le service public et les États, mais en étant sous la coupe d'un monde néolibéral, les États risquent de devenir de plus en plus autoritaires parce que le monde néolibéral va avoir besoin d'exploiter de plus en plus les ressources, et on le voit là, les ressources naturelles et les humains et les non-humains. Donc, en face, il y a une Merci, montée Vincent. sociétale sur le réchauffement. Et je finis juste, mais il y a une montée sociétale face au réchauffement climatique, face à la perte de biodiversité, face à toutes les catastrophes qu'on voit et qu'on voit arriver. Et face à cette montée de résistance sociale, il va y avoir forcément une réponse plus autoritaire. Merci, Vincent. Donc, Terre de Liens fait partie de ceux qui ont imaginé, puis qui ont mis en œuvre cette caravane du monde des paysans, avec la Confédération paysanne, dont fait partie Morgane Audy. Mais on pourrait vous préciser qu'on ne serait pas là ce soir et cette caravane n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une quinzaine d'années de travail de la Via Campesina à l'ONU pour essayer de faire reconnaître ses droits. Bon, il se trouve que Morgane vient de prendre la responsabilité de coordinatrice générale de la Via Campesina en amenant le siège opérationnel sur nos terres françaises, pardon, c'est un breton qui parle, hein, donc disons dans le pays voisin. Et elle nous donne la chance de la rencontrer ce soir. Elle est tout fraîchement dans cette responsabilité et malgré tout a réservé un petit temps pour être avec nous ce soir. Donc, Morgane, je peux te laisser la parole pour nous dire en quoi c'est vraiment un combat central pour les droits paysans, cette question du foncier et de la terre. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Donc, en fait, juste pour dire qu'il y a 2 ans, la coordination européenne Via Campesina, qui est l'articulation européenne de la Via Campesina, et la Confédération paysanne ont proposé d'accueillir le secrétariat international opérationnel de la Via Campesina, qui change de région du monde tous les 8 ans. Et voilà, c'est donc le secrétariat opérationnel international arrive en Europe et spécifiquement en France là, voilà pour quelques années. Et donc voilà, j'ai la responsabilité, la charge d'avoir ce mandat de coordinatrice générale, mais avec un fonctionnement très collectif au niveau de Via Campesina pour qu'il y ait voilà, des paysans de tous les continents qui participent à la vie et aux décisions prises au sein de la Via Campesina. Une fois cela dit, pour le mouvement paysan mondial, cette déclaration des droits des paysans, donc le fait qu'elle ait été adoptée en 2018, ça a été vraiment une immense victoire et le fruit d'un travail de 17 ans qui a été beaucoup porté par les mouvements paysans, notamment indonésiens, dans un contexte de forts conflits autour de la terre, avec la dictature de Suharto qui a duré 32 ans et pendant laquelle les paysans ont été massivement expulsés de leurs terres et donc et aussi avec énormément de violence. Et donc c'est vraiment eux qui ont porté cette histoire-là de faire respecter les droits humains des paysans et des autres personnes vivant en zone rurale, parce que très directement affectés par les violences, les expropriations, les spoliations en tout genre, les maisons qui brûlent dans les villages parce qu'il y a des grosses sociétés de plantation de DVA ou de palmiers pour faire l'huile de palme, des grosses sociétés qui veulent s'imposer contre les populations locales. Donc voilà, donc ils ont fait un gros travail et qui a ensuite été relayé par
lorsque le secrétariat au personnel de la Via Campesina a été transféré au Zimbabwe ces dernières années. C'est le fruit d'un travail collectif. Et la partie sur la terre, comme je vous le dis, en tout cas pour les paysans indonésiens qui ont eu l'idée et c'était central, cette question-là. Parce que pour les paysannes et les paysans, la terre, c'est un droit social. Le droit d'accéder à la terre, ça correspond à le droit d'avoir un travail finalement. Le droit de pouvoir produire et à partir de cette production-là, d'avoir un revenu. Et donc c'est un droit social. Et c'est aussi comme ça que c'est perçu au niveau de la Confédération paysanne depuis assez longtemps. La question du foncier, le droit à la terre, fait partie du pôle social à la Confédération paysanne, tout comme les retraites, tout comme l'installation. Et d'ailleurs, le droit d'accéder à la terre est très lié à l'installation. Parce qu'une fois qu'on est paysan et qu'on a des terres un peu par définition, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà, même si parfois on a des toutes petites surfaces et donc il faut un peu pouvoir conforter les fermes. Mais pour les jeunes qui veulent s'installer, et notamment ceux dont les familles sont pas issues du milieu agricole, c'est essentiel d'accéder à la terre pour pouvoir devenir paysan ou paysanne. Et donc, pour décrire rapidement donc l'article 17 de la Déclaration des droits des paysans, le premier alinéa, c'est que le droit à la terre, c'est un droit à la fois qui peut être soit individuel, soit collectif. Parce que dans beaucoup de pays du monde, c'est pas forcément quelque chose quelque chose d'individuel. Au contraire, ça peut être un droit collectif des communautés locales qui gèrent de façon collective le foncier. Et c'est aussi le cas dans un certain nombre de pays en Europe, et y compris, on a aussi des terres publiques, des terres communales ou des terres communautaires en France, et il ne faut pas non plus l'oublier. Et cette reconnaissance qu'on n'a pas que des droits individuels, mais qu'on peut avoir des droits collectifs, c'est très important pour les mouvements paysans. Voilà. Le deuxième alinéa, c'est sur le fait que les États prendront des mesures appropriées contre les discriminations dans l'accès à la terre. Et la première des discriminations à laquelle on peut penser, c'est la discrimination financière. Selon que tu sois riche ou pauvre, tu auras le droit ou non d'accéder à la terre dans la grande majorité des pays. Et donc, après, bien sûr, il y a d'autres discriminations, des discriminations de genre. On sait que dans la plupart des pays, et très certainement aussi en France encore, et en Belgique, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amis belges aussi qui sont là, ça peut être une complication de plus d'être une femme pour accéder à la terre. Donc, voilà. Le troisième alinéa, c'est sur le fait que les États doivent prendre des mesures appropriées pour reconnaître les droits d'occupation des terres contre le fait d'expulser des paysans. Typiquement, dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas de cadastre et les droits à la terre sont des droits d'usage issus du droit coutumier. Et un certain nombre à la fois d'États, mais aussi de grosses entreprises profitent du fait qu'il n'y a pas, on va dire, des contrats écrits pour finalement nier ce droit à la terre des paysans qui sont pourtant là depuis des générations et des générations. Ensuite, il y a un alinéa très important, c'est le 6e, sur la possibilité pour les États de mettre en place des réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable aux terres, afin de limiter la concentration et le contrôle excessif de la terre, eu égard justement à sa fonction sociale. Et puis, donc ça, c'est vraiment l'aspect partage équitable des terres. Et le 7e alinéa, c'est l'aspect préservation et utilisation durable des terres, notamment pour l'agroécologie, sachant que ça fait partie des luttes très importantes qu'on mène très régulièrement en Europe, des luttes notamment contre l'artificialisation des terres pour préserver les terres agricoles. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous parle vraiment énormément. Alors, je vais revenir un peu plus au cadre français, puis après je parlerai un peu plus du niveau européen. Au niveau français, on a depuis la Seconde Guerre mondiale un droit
qui est relativement équitable en termes d'accès aux terres agricoles. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse évolution suite à la Seconde Guerre mondiale, grâce au travail du Conseil national de la résistance. C'est-à-dire qu'avant, concrètement, les propriétaires des terres étaient des seigneurs. Et les métayers et les fermiers pouvaient se faire expulser des terres agricoles un peu n'importe comment. Et le Conseil national de la résistance a proposé de mettre en place le statut du fermage, où finalement, qui reconnaît les droits aux locataires des terres agricoles. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, et ça a complètement changé les rapports de pouvoir dans les campagnes. Et le statut du fermage, ça a aussi permis que les agriculteurs, petit à petit, soient prioritaires dans l'accès à la propriété des terres. Et donc, finalement, au cours des 70 années qui ont suivi, au niveau français, on va dire les agriculteurs et leurs familles, leurs parents, leurs oncles et tantes sont devenus très largement majoritaires dans la propriété des terres agricoles, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ça a quand même été une avancée, voilà. Avec les limites qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que la limite, c'est qu'à présent, quand des gens qui sont extérieurs au milieu agricole veulent entrer, ça, c'est très compliqué. Et donc, voilà, on a eu parfois les acquis d'une certaine période se retournent un peu contre nous à une autre période. Mais je pense qu'il faut reconnaître que ça a été un acquis important et puis que maintenant, il faut faire évoluer les règles pour faire face à l'enjeu essentiel qu'on a, c'est-à-dire l'enjeu d'une installation massive de jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Et il y a eu d'autres régulations publiques qui sont mises en place dans les années 60. Les SAFER, autour de la propriété du foncier. C'est-à-dire que quand une terre est mise en vente, la SAFER, qui est un organisme privé mais avec des compétences publiques, peut intervenir pour réorienter ces terres vers les personnes les plus prioritaires. Ça, c'est assez connu, on va dire, du grand public, je ne veux pas dire, mais des gens qui s'intéressent à l'agriculture connaissent la SAFER, pour le bien et pour le mal, parce que c'est aussi une institution qui a eu des dérives très clientélistes qu'on connaît, parce que la FNSEA y est très majoritaire. Et l'autre élément de la régulation publique du foncier qui existe en France, qui est très méconnu, et c'est très dommage, c'est le contrôle des structures. C'est-à-dire que, quel que soit le mode d'accès au foncier, par la propriété, par la location, ou même par la mise à disposition gratuite, en tant qu'agriculteur, si on veut utiliser une terre agricole, on doit obtenir une autorisation d'exploiter de la part de l'administration. Et pour ça, il y a des comités départementaux d'orientation agricole qui se réunissent et qui, quand il y a concurrence, quand il y a plusieurs demandes concurrentes pour utiliser une même terre, statuent sur qui est la personne la plus prioritaire. Et ça, à la Confédération paysanne, ça nous semble être quelque chose d'intéressant, que ce ne soit pas le droit de celui qui a le plus d'argent, mais qu'il y ait un regard collectif et public aussi de l'État sur qui est le plus prioritaire vis-à-vis de l'intérêt général pour utiliser ces terres, et que ce soit ça finalement qui puisse aussi décider de qui a le droit d'utiliser les terres. Alors concrètement, quand on est paysan, pour avoir le droit de cultiver une terre, il faut les deux choses. Il faut l'accord du propriétaire et il faut l'autorisation d'exploiter. Voilà. Mais c'est un concept assez intéressant et qui existe dans assez peu de pays. Le problème, c'est que ces régulations, elles sont fortement mises à mal par l'évolution du capitalisme. C'est-à-dire que dans les années 50-60, on achetait une terre. Voilà, 1 hectare de terre, 2 hectares de terre, on achetait une terre. À l'heure actuelle, l'essentiel des gens qui veulent devenir propriétaires des terres, et notamment les gens les plus mal intentionnés, ils ne vont pas acheter des terres. Ils vont acheter des parts sociales de foncier agricole. Et là-dessus, tous les outils français de régulation publique du foncier n'ont pas prise. Les SAFER ne peuvent pas acheter des parts sociales, sauf si 100% des parts sociales sont vendues, mais ça n'arrive jamais parce que leur idée, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'intervention publique. Donc forcément, ils ne vont pas vendre 100% des parts sociales. Et pareil, le contrôle des structures n'a plus prise quand il y a des ventes de parts sociales qui concernent du foncier. Et or, maintenant, le capitalisme, il fonctionne comme ça. Il fonctionne à partir de parts sociales. Alors, il y a
une loi, là, toute dernièrement, qui est discutée, qui n'est pas encore adoptée, d'un député qui s'appelle Jean-Bernard Sempastous, qui prétend s'attaquer à ce phénomène sociétaire. Mais on a travaillé collectivement entre Terre de Liens, une association qui travaille beaucoup sur le foncier agricole qui s'appelle Acter, et la Confédération paysanne. Et on fait une analyse de cette loi comme très faible et tout à fait insuffisante pour faire face au phénomène d'accaparement des terres par le phénomène sociétaire. Donc là-dessus, il y a vraiment du travail. Si on veut faire respecter la déclaration des droits paysans au niveau français, il va falloir qu'on s'attaque finalement à cette délinquance, on va dire, capitaliste de ces gens qui acquièrent des terres agricoles avec des montages sociétaires contre finalement l'intérêt général qui donnerait la priorité à des installations de paysans et paysannes. Et maintenant, je voudrais plus vous parler du niveau. Oui. Oui, Morgane, si tu peux conclure oui. en passant par le niveau européen, de façon à ce qu'on passe la parole à Jean-Jacques, et puis qu'on ait le temps de discuter. Alors, juste au niveau européen, du coup, la France est plutôt une exception en termes de régulation publique du foncier agricole. Et même si nous, ça nous semble très insuffisant, la régulation publique, parce qu'on voit bien tous les problèmes qu'il y a, dans pas mal d'autres pays, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, il y a eu tout un travail de fait suite à un rapport du Parlement européen de 2018 qui disait que si on veut finalement avoir plus d'installations agricoles et puis avoir une utilisation aussi plus responsable au niveau environnemental des terres agricoles, il faut des régulations publiques au niveau européen. Mais ils ne voulaient pas le faire, ni les parlementaires européens, ni la Commission européenne. Et en gros, ils nous ont dit, vous, allez-y, la coordination européenne via Campesina, écrivez une directive foncière et puis on verra après ce qu'on peut en faire. Donc, bon, on n'est pas des juristes, mais on a été accompagnés par un certain nombre de juristes pour rédiger une proposition de directive foncière. Vous allez très bientôt recevoir dans vos boîtes aux lettres parce qu'on a réussi à finaliser les premières versions publiables qui ont été... on a eu notre assemblée générale de CVC la semaine dernière et donc on s'est mis d'accord et donc vous allez bientôt recevoir ces premiers. Voilà. Et donc cette directive, la base, c'est de lutter contre l'accaparement des terres en disant que partout dans l'Union européenne, il est inacceptable qu'une personne physique ou morale ait plus de 500 hectares de terre et que donc les fermes de plus de 500 hectares de terre, on souhaite les démanteler. Donc ça, c'est assez radical, c'est probablement la chose qui fera le plus débat. Le deuxième gros morceau, c'est la nécessité d'avoir une régulation publique pour prioriser l'accès aux terres. En gros, c'est assez proche du système français. Un troisième gros morceau dans cette directive, c'est la défense des terres publiques, des terres communales et des terres communautaires. Le troisième volet, c'est la protection de la fertilité des sols agricoles et notamment de leur vocation alimentaire face aux usages énergétiques et aussi la lutte contre l'artificialisation des sols. Et puis, il y a deux parties sur le partage juste des zones côtières pour les paysans de la mer et le partage juste des zones forestières, où aussi il y a un enchevêtrement entre les questions agricoles et les questions forestières. Et juste pour finir, pour dire qu'on fait un travail un peu théorique, mais qu'on fait aussi un travail d'action dans la rue, et que notamment la Confédération paysanne, on est engagé avec les soulèvements de la terre dans pas mal d'actions, à la fois de lutte contre l'artificialisation des sols agricoles, mais aussi, et plus dernièrement, de lutte contre l'accaparement des terres et notamment l'accaparement par le phénomène sociétaire. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgane, de ce tour d'horizon là très complet, finalement, où tu embrasses à la fois la situation française, mais aussi européenne et un peu mondiale. On voit que dans vos travaux à l'échelle européenne, on retrouve quand même pas mal de choses qui sont pointées dans la Déclaration des droits paysans. Ça n'a pas été un travail pour rien, puisque ça alimente maintenant d'autres propositions. Alors, tu parlais des parts sociales. Je vais maintenant passer, du coup, comme tu as l'air de beaucoup les aimer, je vais passer la parole à un quasi-délinquant, Jean-Jacques Lucas, qui est dans un GFA et qui donc doit avoir quelques parts sociales dans le GFA. Alors Jean-Jacques, tu pourras peut-être nous dire pourquoi tu n'es pas si coupable que ça finalement. Si, je suis très coupable.
Alors, bonsoir à tous. Oui, donc moi je suis Jean-Jacques Lucas, je suis dans le Morbihan, centre Morbihan, et donc je suis co-gérant avec deux autres personnes d'un GFA, donc Groupement Foncier Agricole, qui a été créé en 2006, au départ autour de trois paysans et leurs conjoints. Donc ils se sont installés sur un élevage de cerfs, de maraîchage, verger de pommiers, fabrication de jus de pomme, donc le tout en bio et en vente directe. Alors, en plus, ils ont de l'accueil, ferme, accueil à la ferme, les écoles, centres de loisirs, des personnes porteuses de handicap ou en insertion, etc. En fait, cette structure qui était un petit peu relativement familiale au départ a dû s'élargir du fait qu'un gros porteur de part social donc, a décidé de quitter, quoi. Et donc là, s'est posé la question pour ces paysans-là en place ne pouvaient pas racheter, ou c'était compliqué, ou il fallait emprunter, etc. Et donc l'idée leur est venue d'élargir un petit peu ce GFA et devenir un GFA citoyen plus. Voilà. Et donc on est rentré en 2014 à 51 associés. Bon, moi je suis rentré à ce moment-là dans le GFA et donc je suis devenu co-gérant. Et avant, j'avais été dans un autre GFA, toujours dans le Morbihan, qui rassemblait à l'époque plus de 130 aussi porteurs de parts. Alors, ce GFA-là a évolué encore là, dernièrement, en 2020. On s'est encore élargi à 61 associés parce qu'il y avait quelques porteurs de parts qui avaient décidé de céder leur part et on voulait aussi racheter des terres qui n'avaient pas été achetées par les paysans au départ du fait qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils les louaient en fait. Et donc là, on est en train, vous c'est fait, de racheter donc 10 hectares supplémentaires, ce qui va faire 20 hectares. Donc en fait, pour les paysans en place, ça ne changera rien au niveau de... Ils auront le même fermage, quoi, si on veut. Hein, voilà. Depuis, donc, il y a un boulanger qui s'est installé sur la ferme, mais lui, en tant qu'artisan, hein, mais il vend, avec les paniers de légumes, il peut vendre son pain, et puis, éventuellement, quand il fait les marchés, avec son pain, il peut vendre des paniers de légumes. Et puis, il s'est créé une autre activité entre donc, ce boulanger sur place et un des paysans. Ils se sont dit, mais en fait, avec les restes de la ferme, pourquoi on ne ferait pas des pizzas? Donc, tous les jeudis, ils travaillent tous les deux, même avec quelqu'un de la ferme en plus qui fait la mise sous vide. Et donc, avec les restes de légumes de la ferme, ils ont fait différentes variétés de pizzas, toujours en vente directe. Alors, le principe du GFA, alors donc nous aussi, on est à Terre de Liens en Bretagne. Et notre principe de GFA, c'est un GFA citoyen et nous, on a bloqué le nombre de parts sociales que peut prendre quelqu'un. Dans nos statuts, on a un article, enfin des articles, qui surveillent un petit peu les entrées et les sorties et qui font que quelqu'un ne peut pas prendre le pouvoir, disons, en réachetant des parts sociales pour devenir plus gros, quoi. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a un lien qui s'établit entre les porteurs de parts sociales et les paysans. Au départ, c'était plutôt des copains ou de la famille qui achetaient des parts. Et de plus en plus, notamment là, lors du rachat de 2020, de nouvelles parts ou la création de parts, c'est en fait des consommateurs de la ferme qui ont décidé de prendre des parts, quoi. Et autant avant, il peut y avoir des porteurs de parts qui étaient loin, qui étaient dans la France, hein, qui étaient loin du Morbihan. Autant maintenant, ça se recentre sur le centre-Bretagne, quoi. C'est intéressant parce que y a des gens qui ont un peu d'argent puis qui comprennent un petit peu le sens de mettre une partie de leur épargne dans un projet qui a une valeur humaine et un sens
éthique. Et donc, nous, on n'a pas tellement de problèmes quand il y a des départs, on n'a pas tellement de problèmes pour trouver des nouveaux porteurs de parts. Donc, je sais que dans d'autres GFA ou SCI, Société civile immobilière, il y a eu ce problème-là, mais par chez nous, on n'a vraiment pas cette problématique. Bon, bien sûr, on fait un petit peu de pub, si je puis dire. Bon, voilà. Après, notre principal problème, c'est le problème de toutes les sociétés. Alors, on est donc une société hein, en tant que telle, même si on a un fonctionnement relativement associatif. Mais le problème, bien sûr, c'est un problème de gestion. C'est ça qui n'est pas facile, hein, puisqu'on doit rendre des comptes. Bon, alors aux associés, c'est pas un souci, mais aussi que ce soit aux impôts ou que ce soit au tribunal de commerce, c'est relativement fastidieux les tâches qu'il y a à accomplir. C'est vraiment alors, c'est fastidieux pour eux aussi parce que quand on déclare aux impôts hein, que quelqu'un a gagné 1,50 € dans l'année, aussi, il faut qu'ils se travaillent tous ces trucs-là. Et quand on va au greffe du tribunal, ils ne comprennent jamais pourquoi on peut être 130 actionnaires, entre guillemets, sur une petite société bon, qui a un capital qui est relativement limité quand même. Hein, c'est pas 30 hectares, donc voilà. Alors, bon, ce qu'on essaie, nous, c'est d'avoir une activité un petit peu associative aussi, hein, donc en faisant bien sûr des visites de ferme, en faisant en fin d'année, mettons le week-end prochain, à la ferme, ils vont avoir des ventes de produits puisqu'ils ont des serres, donc des ventes de produits un petit peu pour les fêtes. Eh bien, beaucoup d'associés viennent donner un coup de main, par exemple, pour cette vente-là, quoi, hein. Bon, on a eu des intervenants sur la biodiversité, par exemple, qui ont rassemblé un peu de monde, hein, pour découvrir un petit peu. Et voilà. Donc, bon, ce qu'on peut dire, alors si le statut n'est pas bien adapté à notre fonctionnement, hein, donc on travaille aussi en Bretagne, il y a un travail qui se fait à l'heure actuelle, un travail de recherche pour faire évoluer un petit peu cette situation de GFA, de SCI qui n'est pas vraiment compatible avec le fonctionnement qu'on voudrait avoir. Alors ça, c'est un travail de recherche qui va demander sans doute 2 années. Hein. Il y a 6 mois que c'est commencé là. Voilà un petit peu ce que je pouvais. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur cette petite note, là, qui rejoint aussi ce qu'a dit Morgane, ce qu'a dit Vincent avant elle, et qui est une impression que j'ai, c'est que longtemps, j'ai eu l'impression que cette difficulté d'accès à la terre, cette mauvaise répartition de la terre, était vécue comme une fatalité, un peu. Et il me semble qu'actuellement, les consciences sont en train de s'éveiller. Alors, soit par des projets du type du tien, Jean-Jacques, hein, c'est-à-dire à l'échelle locale, soit aussi plus par le haut, si on peut dire, en jouant sur les aspects légaux, législatifs, pour essayer de prendre en tenaille toutes ces difficultés que rencontrent les gens. Voilà, ben, nous avons fait un petit tour de présentation, même un tour très précis grâce à vous. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, je vais laisser la parole maintenant, alors soit par le texte, hein, en utilisant l'outil discuter que vous pouvez voir en bas de votre écran, soit en prenant la parole pour poser une question, intervenir vous-même, nous faire partager vos idées. Qui veut commencer ? Voilà, on sait que la première intervention étant toujours difficile, on va passer tout de suite à la deuxième, hein, vous serez plus décontracté comme ça. Oui, je veux bien commencer. Merci, c'est Didier, c'est ça? Juste une question sur les problèmes. Attendez, j'ai coupé le son ailleurs. Excusez-moi, il y avait un truc qui s'est mis en route. Le problème, c'est, par exemple, chez moi, les paysans qui sont en bordure de ville, les villes rachètent les terrains assez chers, donc au prix du terrain à bâtir pour faire soit des zones d'activité, soit des maisons. Et quand il y a des terres à vendre un peu plus loin, ils ont beaucoup de moyens, ce qui fait que les paysans locaux, très locaux, ne peuvent plus acheter
parce que c'est beaucoup trop cher par rapport à ces paysans. Donc, y compris dans l'approche paysanne, on voit il y a des inégalités qui se créent du fait des terres qui sont artificialisées en bordure de ville, qui sont payées beaucoup plus cher qu'une terre agricole. Et ça, comment c'est possible, quelle action possible il y a là-dessus ou pas? Bien, qui veut commenter une réponse, une précision? Ouais, enfin, moi, je veux bien faire une réponse. Dans, dans le travail qu'on a fait à la Confédération paysanne sur les terres agricoles, on est pour un moratoire complet sur l'artificialisation des terres agricoles. Alors, c'est quelque chose, en fait, la principale discussion qu'on a eue, c'est avec les acteurs du logement social, parce que eux, ils ont des inquiétudes par rapport à ça. Et donc, pour nous, les seules artificialisations de sols agricoles qui puissent être encore légitimes, c'est pour construire du logement social. Il ne devrait pas y avoir d'autres dérogations à l'artificialisation des sols agricoles que celle-ci. Et puis ensuite, sur la concurrence entre les paysans, la concurrence entre paysans pour l'accès aux terres agricoles, elle est partout. Hein. Enfin, vraiment. Et elle est, je dirais que la concurrence la plus dure, c'est entre les gens très bien installés, qui du coup peuvent racheter des grandes fermes à côté, et les jeunes qui veulent s'installer, qui ont 25 ans et qui n'ont pas un sou en poche. Et c'est pour ça qu'avoir des politiques publiques qui disent, bah non, c'est cette personne-là, c'est le jeune qui veut s'installer, qui est prioritaire, et pas le paysan qui a déjà 200 hectares et qui veut s'agrandir, c'est essentiel. Enfin, sans ça, le fait d'avoir de l'action citoyenne, c'est dans le contexte actuel où l'État fait pas son travail, c'est indispensable. Il y a plein de gens qui s'installeraient pas sans ça. Mais l'objectif, et d'ailleurs commun, avec lequel on travaille avec Terre de Liens, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques qui fassent le boulot pour que tout le monde, tous les gens qui veulent s'installer puissent avoir accès à des terres agricoles à un tarif correct. Je dirais que l'action des citoyens, elle est faute d'une action publique à la hauteur des enjeux. Merci. Ouais, Un autre pour commentaire? rejoindre peut-être pour ajouter, pour rejoindre ce que dit Morgane, il y a dans le cadre on a monté une coalition foncière avec la Confédération paysanne, Acter, des bailleurs sociaux, des structures environnementalistes. Et dans le cadre du projet de loi foncière qu'on proposait, il y a le zéro artificialisation et pas le zéro artificialisation net, parce que c'est ce qu'on nous vend avec derrière des questions de compensation qui posent quand même énormément de questions. Et il y avait dans le projet, il me semble, alors je parle sous contrôle de Morgane parce que je ne suis pas sûr de moi, mais il y avait la question d'une taxe sur la plus-value de la mutation des terres agricoles en terres inconstructibles, qui doit être beaucoup plus. Il en existe une qui finance malheureusement que les JA aujourd'hui, mais qui pourrait être beaucoup plus forte. Je me souviens d'un salon de l'agriculture où on était avec Tanguy Martin qui travaille beaucoup là-dessus, qui est à Terre de Liens Pays de la Loire et qui travaille avec nous qui anime la coalition foncière. Et il dit bah tiens, il y avait alors moi je suis encarté nulle part, mais la France Insoumise qui nous avait demandé bon qu'est-ce qu'il faut faire. On leur a dit bah, si vous voulez pas être élu, mettez une taxe à 90% ou à 100% sur la plus-value des terrains agricoles qui deviennent constructibles, et ça va s'arrêter. Hein. Mais il faut effectivement un moratoire. Alors, pendant que vous préparez une autre question, un commentaire, c'est vrai que cette concurrence entre terres agricoles et expansion urbaine est très discutée en Bretagne aussi, mais c'est parfois utilisé, parfois même souvent, utilisé comme un leurre politique. C'est-à-dire que pendant qu'on parle du grignotage des terres agricoles par les besoins urbains, ça évite de parler de cette concurrence absolument acharnée et féroce qui existe au sein du monde agricole. Donc, à mon sens, travailler sur l'espace et la répartition n'a de sens que si, dans le même temps, on reconnaît aussi qu'il y a des questions qui sont internes au monde agricole et à la domination de certains acteurs sur les choix qui sont faits. Une autre Bien sûr, hein. Mais ça c'est quelque intervention, chose. question? C'est quelque chose qu'on constate aussi, c'est-à-dire que sur le nombre d'hectares qui changent de main, il n'y en a que 50% qui vont à l'installation. 40% va à l'agrandissement, 10% à l'urbanisation ou à la bétonisation. Donc ça, c'est un vrai souci aussi.
Et effectivement, les deux doivent être pris en compte. Une autre intervention, question, précision, exemple? Non? Ah, c'est Eric qui nous écrit dans mon village du Sud-Finistère, une ferme de 20 hectares est abandonnée depuis 15 ans et toutes les terres partent en friche car les héritiers refusent de vendre et même de louer dans l'espoir que certaines parcelles deviennent constructibles. Est-il possible d'agir? On a un exemple justement dans le Sud-Finistère à Moëlan où avec beaucoup de volontarisme politique, la mairie alors je ne sais plus comment s'appelle ce dispositif exactement, mais la mairie a en quelque sorte réquisitionné toutes ces terres qui étaient abandonnées. Il me semble que c'est le dispositif sur les terres incultes. Oui, voilà. Et effectivement, c'est le maire qui a la main là-dessus. Donc la situation n'est pas désespérée pour Eric, à condition qu'il y ait un maire qui ait suffisamment d'allant pour vouloir agir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'interventions, je pense que nous allons pouvoir conclure. Je vois que certaines personnes sont en train de quitter. Et si... Oui, je peux juste Morgane. dire quelque chose. Le texte de la déclaration des droits paysans, il est très accessible. Oui. Et oui, c'est pas un texte juridique hyper compliqué et tout ça. Moi, je vous conseille vraiment d'aller le lire. C'est facile à lire, à s'en imprégner et tout ça. Vous le trouvez sur Internet très facilement. Oui. La Via Campesina, on a fait même une version un peu plus courte et un peu simplifiée. Donc voilà, c'est quelque chose de chouette d'aller lire ce texte. Un peu plus courte, un peu simplifiée, puis en plus avec des magnifiques dessins qui permettent de rendre la lecture agréable. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation. Excuse-moi, Gilles. Oui, il y a deux prises de parole. Je me signale, Antoine Gaillard, des Hauts-de-France. Je fais partie côté société civile de l'antenne régionale de la FADEA. Oui. Et j'ai une question peut-être plus pour Morgane, du coup. La parution de la coordination européenne dont elle parlait, est-ce qu'elle peut nous redire c'est à partir de combien, 150 hectares, la proposition de démanteler, comme elle a dit, les fermes qui dépassent ce seuil? Est-ce que c'est ça? Non, c'est 500 hectares. En fait, on s'est dit, quelle est la surface de terres agricoles où c'est jamais légitime d'avoir autant de terres agricoles? Et or, parce que avoir 500 hectares de maraîchage intensif, c'est énormissime. Mais en l'occurrence, on a des collègues, y compris à la conf, qui ont 300 hectares de pâture dans la montagne avec des troupeaux de chèvres tout à fait de taille tout à fait limitée. Donc 300 hectares dans la montagne d'espace de pastoralisme, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est pour ça que 500 hectares, ça nous a semblé quelque chose, voilà, au-delà de ça, c'est toujours inacceptable. Il faut savoir qu'en Croatie, on nous a parlé d'une ferme de 35 000 hectares, en Allemagne d'une ferme de 27 000 hectares, et on a des exemples en France de fermes qui cumulaient entre la propriété, la location, tous les bidouillages de montage et tout ça, font plus de 5 000 hectares. Donc, ce serait déjà assez radical, même si l'idée, c'est pas du tout que toutes les fermes fassent des centaines d'hectares, c'est au contraire d'avoir un réseau de petites et moyennes fermes, un réseau très dense. Voilà. Merci. D'accord, merci pour tes exemples. Nous qui travaillons un peu beaucoup sur le Brésil, on en arrive même à des excès absolument faramineux avec des fermes qui ont pratiquement la taille de la Belgique là-bas. Donc, Antoine, tu veux poursuivre? Je vois que ta main est toujours levée. Oui, je vais pouvoir la baisser ensuite. C'est aussi sur le fait que le secrétariat soit arrivé à Bagnolet, le secrétariat de la Via Campesina. Quelle est aussi l'optique, la démarche peut-être un peu différente de plaidoyer du fait
recentrer sur un pays comme la France, à proximité de Bruxelles, etc. Est-ce qu'il y a une démarche plus particulière du fait du changement de secrétariat? Il y a d'une part le fait qu'il y a eu une décision assez forte, ça a été de dire que, y compris dans un pays du Nord, y compris une région du Nord, peut accueillir le secrétariat opérationnel international parce qu'on a des luttes paysannes et on a un enjeu paysan, mais aussi de savoir qu'on est le cœur du système capitaliste qui a d'ores et déjà détruit beaucoup de paysans, mais que du coup, il y a un enjeu à être ici, aussi en solidarité avec les paysans du Sud, parce que c'est dans nos pays que sont l'essentiel des multinationales qui accaparent les terres, les semences, l'eau dans tous les autres pays, et que du coup, en termes de dénonciation de cette mainmise des très grosses entreprises qui détruisent les paysanneries, voilà, c'est ça aussi le sens du fait d'accueillir le secrétariat international de la Via Campesina en Europe. C'est pour fortifier nos luttes en Europe, mais aussi pour fortifier les luttes en solidarité avec les paysanneries, notamment des pays du Sud, quoi. Merci. Morgane, y a-t-il une autre intervention? Alors, je vous signale que vous trouverez dans l'outil de discussion le lien qui vous permet d'arriver sur le livret de la Déclaration des droits paysans avec les belles illustrations. N'hésitez pas à partager ce lien, mais peut-être dans votre région aussi pourrez-vous en trouver des versions imprimées auprès des membres de la caravane, hein, Confédération paysanne, Amis de la Conf, Terre de Liens. Il est possible qu'à proximité, vous trouviez des versions imprimées qui sont encore plus belles. Voilà. Bon, il y a une intervention de Phil Lemap. Pardon. Oui, j'avais une petite question. Bonsoir à toutes et à tous. En Belgique, on n'a pas d'instrument comme la SAFER. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la SAFER et votre point de vue sur cet outil? Voilà. Merci. Qui veut répondre? Morgane, Vincent? Vincent, tu veux répondre? Bah, vas-y, Morgane, tu connais mieux que moi l'instrument. Après, je peux compléter par rapport aux liens qu'on peut avoir. Alors, la SAFER, c'est une société de droit privé qui a une compétence qui est d'ordre public, qui est celle de préempter des terres agricoles. Ça veut dire que quand un propriétaire met en vente des terres agricoles, trouve un acheteur, lorsque ça passe devant le notaire, cette notification est envoyée à la SAFER et la SAFER renvoie ces notifications aux acteurs agricoles, notamment aux syndicats agricoles. Et donc, on voit passer toutes les ventes de terres agricoles. Et si on considère qu'il y a des gens qui sont plus prioritaires que les acheteurs prévus, que les gens qui ont signé avec le propriétaire, voilà, on peut demander à la SAFER d'intervenir. Et la SAFER peut casser la vente et devenir le propriétaire à la place de l'acheteur qui était prévu. Elle ne le fait que si elle a en tête un acheteur, donc un autre paysan ou une autre paysanne plus prioritaire que l'acheteur initial. Donc c'est un outil vraiment intéressant, le fait de pouvoir casser une vente et réorienter les terres agricoles vers des personnes plus prioritaires, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a une problématique autour de la gouvernance des SAFER, qui sont donc un outil qui a énormément de pouvoir, hein. C'est énormément de pouvoir, et où le syndicat, la FNSEA, est très majoritaire. Ce qui a posé des forts problèmes d'orientation, on va dire de copinage et tout ça, ce qui en pose encore. Le fonctionnement est assez différent, il me semble aussi, d'une région à une autre. Fort heureusement, il y a des commissaires au gouvernement, c'est-à-dire des gens qui représentent l'État français, qui siègent dans toutes les instances de la SAFER et qui font un peu les arbitres. Moi, j'ai siégé à la SAFER Bretagne pendant 2 ans et demi.
Ce que je peux en dire de façon très simple, c'est que c'est un outil hyper efficace pour installer. Au niveau de la SAFER Bretagne, il y avait environ une grosse centaine d'installations par an, donc c'était quand même assez important pour une région telle que la Bretagne, une centaine d'installations par an, qui étaient via des terres achetées par la SAFER. Mais par contre, c'est un lieu où très régulièrement, c'était très, très conflictuel, parce qu'il y avait aussi énormément de terres qui étaient attribuées à des très gros agriculteurs qui avaient déjà 250 hectares et auxquels on attribuait 150 hectares de plus, parce que les candidats en face, par exemple, sur une structure qui valait 1 million d'euros avec 100 hectares de terre avec des bâtiments, nos candidats qui voulaient 2 hectares là-dessus, eh ben, ils n'étaient pas prioritaires parce qu'ils ne pouvaient pas acheter les 100 hectares avec le bâtiment qui valait 1 million d'euros. Donc, c'est pas, je trouve qu'il faut avoir une opinion assez mesurée par rapport à la SAFER. C'est pas tout pourri, loin de là. Heureusement qu'on a les SAFER en France. Et en même temps, c'est un lieu où il y a un certain nombre de dérives aussi qu'il faut continuer à dénoncer. Donc, à la Confédération paysanne, c'est assez clair, on y participe à la SAFER. On dénonce quand il y a des magouilles, mais on pense que c'est un outil utile et qu'il faut améliorer. Voilà. Si je peux compléter, Morgane, quelque chose qui est relativement nouveau aussi, ce sont des conventions qui sont signées entre les SAFER et certaines collectivités qui permettent à des collectivités, en quelque sorte, de préempter via la SAFER pour des objectifs qui sont définis politiquement. C'est le cas, par exemple, du département d'Ille-et-Vilaine, qui a fait un axe politique important pour favoriser l'installation des jeunes non issus du milieu agricole et qui s'installent sur des systèmes bio ou autres. Et donc, à travers une convention avec la SAFER, le département peut intervenir. La SAFER garde les terres le temps de trouver des candidats parce que trouver des bons candidats, ça peut prendre aussi un certain temps. Et pendant ce temps-là, le département couvre ce qu'on appelle les frais de stockage jusqu'à trouver le bon candidat qui ainsi pourra être installé. Et ça, que des collectivités interviennent de façon volontariste, comme ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Bah, oui, c'était possible, mais c'est trop peu courant encore. C'est-à-dire que nous, on défend ça depuis longtemps, d'avoir des conventions de portage avec les conseils régionaux notamment, et ça se fait très très peu malheureusement. Parce qu'on en a besoin, par exemple, sur nous, avec Terre de Liens, quand on achète une terre, souvent entre le moment où il y a des candidats à l'installation et la capacité d'acquérir avec, voilà, avec les moyens et puis le temps il faudrait que les terres elles soient protégées et soient portées grâce à ces conventions de portage. Donc ça se fait pas très bien. C'est à développer. Et je rejoins complètement Morgane. Nous, on défend, alors entre guillemets, les SAFER, parce qu'on a un réseau européen qui s'appelle Access to Land, avec une quinzaine de pays différents et des partenaires avec qui il y a une grosse confiance. Ça fait 10-12 ans qu'on travaille avec eux. Et le jour où on leur a présenté la SAFER en disant qu'on avait un organe en France qui était capable de préempter, ils nous ont pris pour des bolcheviks. Alors quand je dis ça ici, ça fait sourire, mais c'est clair que là où il n'y en a pas, et il n'y en a pas dans les autres pays européens, la spéculation et l'accaparement est bien plus importante. Et après, ça va dépendre des. Nous, on a une convention avec la convention cadre avec la Fédération nationale de la SAFER. Ça nous oblige à nous voir au moins 1 ou 2 fois par an. Et après, en fonction des SAFER, on a même un siège consultatif en PACA, par exemple. Donc, ça va dépendre vraiment des régions. En Picardie, les premières fois, on allait voir la SAFER, ça a été très, très, très douloureux et conflictuel. Ils nous ont vus comme des concurrents. Et après, un autre souci des SAFER, c'est une société anonyme. Ce sont des sociétés anonymes avec de moins en moins d'aide de l'État, donc avec aussi une réalité économique qui fait qu'elles sont obligées, dans l'obligation, pour vivre, de prendre un pourcentage sur les ventes. Et Terre de Liens, on est de mieux en mieux vivre parce qu'on a de plus en plus d'argent et on les paye assez bien quand même. C'est-à-dire en achetant 30 ou 40 fermes par an, je sais pas, vous comptez 7% qui vont 7 à 8% au SAFER, forcément, on préférait les mettre dans les assos régionales ou ailleurs. Hein. Et ça, on n'a jamais réussi à négocier. Le chef du restaurant. Et on laisse aussi dans cet hôtel. Merci. Il y a un intervenant à la radio, si j'ai bien entendu correctement. Donc, Phil nous dit merci. C'est donc que je crois qu'on a répondu à ta question. Donc, vous remerciant pour votre présence, je vais peut-être me permettre de vous projeter une petite vidéo assez brève. J'espère qu'elle ne vous donnera pas de cauchemar cette nuit, parce que Morgane avait entamé son intervention en soulignant
qu'il ne s'agit pas simplement de violence institutionnelle, de priver les gens de terre, mais que pour l'accès à la terre et surtout la privation de terre, il peut aussi y avoir de la violence physique. Et nous voulons vous montrer ce que peut être cette violence physique. Ce sont des images qui ont été prises lors d'une expulsion de paysans qui s'étaient installés sur une terre pour la cultiver au Brésil, avec une intervention qu'on pourrait qualifier de musclée, bien que le mot soit un peu faible, et de ce qui se passe. Je vais vous projeter, ça dure 1 minute, pour rappeler malgré tout que ce dont nous parlons ce soir, là, si on a quelquefois des difficultés très institutionnelles en France, dans certains pays, ça représente une violence ouverte et qui va quelquefois jusqu'à des assassinats. Bien, donc je vous partage cet écran. Hop. Voilà, nous revenons à là. Alors, ce sont des images pas très réjouissantes pour nous quitter, mais ça nous semble indispensable aussi de rappeler que c'est la réalité de pas mal de pays. Morgane a cité l'Indonésie, le Brésil, des pays où la violence autour de la terre est endémique, quotidienne et aboutit à des choses absolument terribles. Donc, merci à tous d'avoir été là. Un grand merci, alors spécialement à Lucie qui a été à la manœuvre pour organiser cette soirée, à Sonia qui, avec RBS, nous a appuyés pour avoir tout le confort moderne ce soir, malgré les petites difficultés au démarrage. Merci aux 3 intervenants, hein, Jean-Jacques, Morgane, Vincent. Et puis, on espère vous revoir pour continuer à creuser un peu cette question des droits paysans, sans doute sur un autre sujet. Nos amis de la Confédération paysanne Bretagne songent à faire quelque chose autour du revenu des paysans. Malheureusement, si nous devons traiter tous les droits qui sont bafoués des paysans, vous pouvez prendre un abonnement pour quelques années. Mais en tout cas, on serait très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Merci à tous et bonsoir. Salut tout le monde. Merci. À bientôt. Merci Lucie. Salut Vincent. Bon. Sonia et Lucie, on reste dire un petit mot? Ça marche. Ouais.